midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Donald Trump a décidé carrément de faire des captures d'écran des SMS que lui envoie Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Et de les publier ainsi sur les réseaux sociaux. Tell the population, please Donald, I beg you. C'est une confession que je vous fais ce soir. J'aime le couscous, j'adore le couscous. Alors j'ai une chose à lui répondre ce soir à Rotaillot. Abat Rotaillot. Don du sang. Ça fait un moment que j'y suis pas allé. Fallait pas te déranger, de toute façon on serait venu le prendre ton sang. Tout ton sang. Mais bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce mardi 20 janvier 2026. Moi, je m'appelle Perico Légas et à mes côtés, il y a la célèbre Maude Koffler, pied bon oeil, plus énergique que jamais. Et pile en face de moi, il y a Julien Delmas qui va s'assurer que cette émission soit d'une qualité radiophonique irréprochable. Et Emmanuel Galasso, ce galant homme, attend vos appels avec discrétion au 0826 300 300. Je ne doute pas que vous en aurez beaucoup à poser, que les sujets d'aujourd'hui vont vous interpeller. C'est pour ça qu'Emmanuel est aux aguets. Alors, l'aide à mourir, la fin de vie, l'euthanasie, est-ce qu'on va pouvoir trouver enfin une juste et bonne définition de cet enjeu, j'allais dire, existentiel, c'est le cas de le dire. La loi votée par les députés au mois de mai est sur le bureau des sénateurs qui en débattent. Les sénateurs semblent moins sévères qu'on aurait pu penser, puisqu'on sait qu'il y a des susceptibilités sur cette question. On va essayer de mieux comprendre ces enjeux très sensibles avec Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique à l'université Paris-Sud et auteur de l'euthanasie, le dernier acte. Pas le dernier mot, le dernier acte. Et pourtant, c'est quand même un dernier mot. Au secours, le PS revient avec le 49-3. Enfin, c'est hallucinant. Là, on n'y comprend plus rien. Pourquoi Sébastien Lecornu a-t-il été obligé de se dédire de son engagement de ne pas user de 49.3. Conclusion à tirer sur la gouvernabilité de ce pays après la dissolution magique de 2024. Nous en discutons avec Hervé de Lépinot, député RN du Vaucluse et conseiller départemental du canton de Carpentras. De 13 à 14h, nous recevrons Pierre Lelouch, le très respecté, très estimé Pierre Lelouch. On essaiera de comprendre quelle place laisse à la France la recomposition géopolitique du monde. On va aborder évidemment plusieurs questions, notamment les facéties de Monsieur Trump, les échanges avec Emmanuel Macron, l'enjeu du Groenland, l'Iran. Enfin bon, c'est un spécialiste de la géopolitique et des questions internationales. On aura avec lui un décryptage très pointu, très précis de ce qui nous arrive en France aujourd'hui. Maude nous dirait un petit mot sur Ima Hassan, oui, qui se moque de façon assez insolente de Bruno Retailleau. On va peut-être la remettre à sa place là. Oh bah Bruno Retailleau s'en est chargé. On va revenir sur la tragédie du harcèlement avec le suicide de Camélia, le dernier message qu'elle laisse à sa maman et une fois de plus le constat d'échec. Voilà. Et là c'est vraiment une tragédie. Vous verrez le message qu'elle envoie, c'est profondément bouleversant et même si ça a été traité partout, nous devons revenir sans cesse. Le harcèlement, le meilleur combat qu'on puisse faire, c'est de marteler sur le fait que ça existe et qu'on n'a pas pris forcément les résolutions nécessaires pour empêcher ces morts qui sont totalement inutiles et qui sont monstrueuses. Scandale à la Grande Mosquée de Paris où voilà, il y a une vidéo qui donne libre cours à des propos révisionnistes sur la Shoah et les morts de la guerre d'Algérie. On va décrypter tout ça. Je disais tout à l'heure en parlant de l'arrivée de Pierre Lelouch, l'intervention que Trump se moque de l'Europe et il a des échanges gredous avec le président de la République française. On va pousser un cri d'alarme sur le fait que nous manquons de sang, notamment les donneurs universels, le Rhésus O négatif. Voilà, la directrice Sophie Lecam de l'établissement français du sang lance ce cri d'alerte parce qu'on a besoin de sang. Et puis il y a des trois experts de société proposent de revisiter un peu le droit de grève et propose tout simplement l'interdiction de la grève pendant les périodes de négociation. Voilà ce que nous avons en menu d'aujourd'hui et je vous dis à tout de suite. Et surtout, vous appelez Emmanuel au 0826 300 300. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Le 20 janvier 1946,
le général de Gaulle, qui était président du gouvernement provisoire de la République, démissionne à l'issue d'un référendum qui n'allait pas dans le sens de ce qu'il souhaitait, pour la façon dont il fallait définir les institutions de la République. Ça va donner naissance à la 4e République, et lui, commence à traverser des déserts qui durera 12 ans. Il reviendra au pouvoir en 1958, 12 ans plus tard, pour les raisons qui avaient d'ailleurs justifié son départ. 20 janvier 2026, ça fait donc un an que le président Trump est aux affaires aux États-Unis, et on voit les bouleversements que cette présidence a occasionné. Quel rapport entre 20 janvier 46, le départ de Gaulle, et 20 janvier 2026, un an de l'arrivée de Monsieur Trump? Eh bien, tout simplement que si nous avions écouté, si la République avait été plus sensible aux propos du général de Gaulle, aux avertissements, on a entendu tout à l'heure cette déclaration qu'il fait sur l'Europe, comme un cabri, tout ça qui n'aboutit à rien. Conférence de presse du 20 décembre 1965, ça fait donc 60 ans que ces mots ont été prononcés, et tout s'avère exactement conforme à ce qui se produit, à ce qu'il craignait. L'Europe n'existe pas. L'Europe s'est dit, alors que c'est une vraie puissance, que nous avons à la fois un potentiel militaire, un potentiel économique, que si elle était vraiment unie, si elle était vraiment cohérente, s'il y avait une vraie cohésion, et il n'y a rien de plus simple, depuis 60 ans qu'elle existe, on pense qu'on avait le temps de mettre en place au niveau des relations internationales, trouver la place de l'Europe dans le monde pour qu'elle puisse justement intervenir et peser face à la Russie, face aux États-Unis. Et aujourd'hui, l'Europe est devenue un paillasson sur lequel le président des États-Unis s'essuie les pieds, et avec lequel le président de la Russie joue. Donc la mémoire du général de Gaulle, eh bien, elle est là, plus réelle que jamais. Je rappelle seulement une anecdote. En 1942, les États-Unis envisagent de prendre possession de l'îlot de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une possession française sous le contrôle de Vichy. Évidemment, les Américains se disent, puisque ça appartient à Vichy, il est possible que les Allemands s'emparent de l'îlot de façon à se trouver plus près des États-Unis et de créer un gros problème stratégique. Et le général de Gaulle, craignant que cette situation n'advienne, ordonne à l'amiral Muselier, qui est le chef des forces navales françaises libres, de prendre possession de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il prévient le président Roosevelt en disant « Je prends possession de l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc il n'y a plus de danger, ce n'est plus Vichy qui le contrôle, c'est la France libre qui le contrôle. » Et il dit à l'amiral Muselier « Si la moindre frégate américaine s'approche de l'île pour en prendre possession, vous leur tirez dessus. » Ça n'a pas arrangé les rapports entre Roosevelt et de Gaulle, mais ça prouvait que même en 1942, alors qu'il n'était que chef de la France libre, le général de Gaulle affirmait la souveraineté de la France vis-à-vis des États-Unis et prouvait qu'il était prêt à se battre pour défendre son droit et défendre un territoire français. En l'occurrence, le Groenland est un territoire européen. On voit où nous en sommes aujourd'hui. On est dans une pantalonnade totale. Donc, relisons plus souvent le général de Gaulle, écoutons-le, et nous en parlerons tout à l'heure avec Pierre Lelouch. Voilà les enseignements du passé que nous avons trop rapidement oubliés et qui sont si précieux aujourd'hui face à l'adversité à laquelle nous sommes confrontés. Le débat sur la fin de vie fait son entrée au Sénat aujourd'hui. Quels enjeux et quelles seraient les conséquences du vote d'une telle loi? On en parle dans un tout petit instant avec Emmanuel Hirsch. N'hésitez pas à nous appeler en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Le débat sur la fin de vie fait son entrée au Sénat aujourd'hui. Les sénateurs devront examiner en première lecture des propositions de loi sur l'aide à mourir et sur les soins palliatifs. 2 textes adoptés sans encombre à l'Assemblée nationale en mai 2025. Le vote solennel est prévu le 28 janvier, dans une semaine. Mais que comportent ces textes et surtout quelles conséquences sur la société française? Ce vote aurait-il vraiment? On en parle avec Emmanuel Hirsch, auteur de Euthanasie, le dernier acte, paru aux éditions du Cerf. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio aujourd'hui pour essayer de décrypter ce sujet à la fois douloureux, épineux et pourtant essentiel sur la fin de vie. D'abord, préalablement, comment doit-on définir cet enjeu? C'est le droit à mourir, c'est la fin de vie, c'est l'euthanasie. Est-ce qu'il y a des nuances, j'allais dire, sémantiques sur cette éthique? J'aime bien votre question parce que, en fin de compte, l'enjeu, c'est quel est le respect qu'on a pour une personne vulnérable en fin de vie. Tout à fait. C'est pas la question de pour ou contre l'euthanasie. C'est quelle est l'attitude d'une société, quelles sont les valeurs d'une société. Et vous avez les soins palliatifs qui, depuis une trentaine d'années, développent une approche qui est une approche en humanité. Et autrefois, la personne en fin de vie
en principe, avait un environnement social qui l'accompagnait jusqu'au bout. Dans les années 70, il y a eu la médicalisation de la mort et de la fin de vie. Et donc, la technicisation. Et à juste titre, les gens disaient, mais où est l'humanité ? Où est la relation ? Donc, pour répondre précisément à votre question, c'est pas la question de la fin de vie qui est importante, c'est la question de la vie de personnes quelquefois très âgées, quelquefois déjà exclues socialement. Et vous savez que les petits frères des pauvres disent aujourd'hui 720 000 de nos aînés sont en situation de mort sociale. Quand vous regardez aussi les personnes qui ont des maladies évolutives et leurs proches, c'est pas uniquement la personne, évidemment, l'impact dans leur environnement, vous voyez que la réponse sociale en termes de sollicitude et solidarité est tout autre que la réponse en termes d'euthanasie. Le débat par rapport à ce qui se passe au Sénat et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est est-ce que la législation dont on dispose, qui est donc une législation importante, la loi Claes-Leonetti de février 2016... Où en est-on, professeur, là-dessus ? Voilà, qu'est-ce qu'elle dit et quelle est aujourd'hui la situation légale réelle ? Voilà, le seul point, c'est qu'on a considéré qu'elle n'allait pas assez loin pour un certain nombre de situations exceptionnelles où la personne souffre sans qu'on ait véritablement la possibilité d'atténuer sa souffrance. La législation aujourd'hui, elle repose d'abord sur la philosophie de la loi Leonetti de 2005. Pas d'acharnement thérapeutique, pas d'obstination déraisonnable, prise de décision collégiale, prise en compte de l'autonomie de la personne qui peut être effectivement capable de décider ce qu'elle souhaite, aller plus loin ou au contraire arrêter. Et puis un élément fondamental, si pour soulager une souffrance, on abrège l'existence, c'est la conséquence des produits qu'on donne, mais sans l'intention de tuer la personne, voilà, alors on va jusqu'au bout. La loi de 2016 est une loi un peu différente qui a rajouté, donc c'est Claes-Leonetti, c'était François Hollande à l'époque qui était président de la République, et lui il voulait aller jusqu'à l'euthanasie, mais il y a eu la manif pour tous. Donc il a été obligé de trouver un compromis. Et le compromis, ça a été la sédation. Continue jusqu'au décès. Expliquez ce que c'est que la sédation. La sédation, c'est-à-dire on endort la personne. D'un grand mot, Jean Leonetti, qui était le parlementaire qui soutenait cette proposition, ce projet de loi, proposition de loi, Jean Leonetti a dit la chose suivante. En fin de compte, la personne s'endort. Donc on donne des produits et la personne s'endort. Le seul problème, c'est dans cette sédation prolongée et continue jusqu'au décès, ça peut durer quelques jours. Et pour Vincent Lambert, rappelez-vous, ça a duré 11 journées. Oui, tout à fait. Et donc vous pouvez vous interroger, est-ce que ça a du sens de prolonger l'existence ? Mais le principe, c'est, l'intention, c'est pas de donner la mort à la personne, elle mourra de sa mort, en quelque sorte, parce qu'on ne la traitera plus, parce qu'elle ne sera pas alimentée ou hydratée. Et vous voyez, j'avais écrit dans Le Monde, en 2015, que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'était l'ouverture sur l'euthanasie. Et ce que les sénateurs en commission des affaires sociales, et comme ça j'ai répondu à la totalité des questions, ont décidé il y a quelques jours, c'est non pas la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui dure un certain temps, mais pour les personnes qui aspiraient, qui seront vraiment en fin de vie, qui ont des souffrances réfractaires à tout traitement, on leur proposera une sédation terminale, une sédation euthanasique, c'est-à-dire une euthanasie. Voilà où le débat se situe aujourd'hui. Quel est votre malaise ? C'est une forme d'hypocrisie ou de non-dit vous êtes en train de signaler. Est-ce que, oui ou non, on a le droit de se suicider en étant assisté par quelqu'un ? Et le problème éthique, il est là. Le problème légal et politique aussi. Mon malaise, puisque vous me posez la question, moi je suis professeur émérite. Parce que je vous ai lu, voilà, je connais bien votre position là-dessus. D'éthique médicale. Dans l'éthique médicale, on a un devoir de non-abandon de la personne, d'assistance à personne en danger. Quand une personne est en fin de vie, elle est dans des situations de vulnérabilité, où nos obligations, c'est de l'accompagner à la fois moralement, et en permettant de disposer de l'environnement soignant le plus adapté, proportionné à sa situation. Donc mon malaise, c'est d'abord que les instances éthiques, et on n'aurait pas ce débat aujourd'hui, vous ne m'auriez pas invité, si le 13 septembre 2022, le Comité consultatif national d'éthique avait rendu un autre avis que l'avis... Oui, puisque finalement il a rendu son avis favorable à une ouverture encadrée. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui il se retrouve totalement, mais il ne prend pas position. Et puis ensuite, le même jour, le président de la République lançait la Convention citoyenne, et donc le mouvement a été enclenché. Et donc, pourquoi je suis un peu mal à l'aise ? Parce que toutes les personnes disent c'est l'éthique qui est en jeu. Mais on n'a pas la même conception de l'éthique. Voilà. Et vous avez la conception de l'éthique d'un certain nombre de personnes. La personne est autonome, c'est elle qui doit décider. On n'a pas besoin de la famille. Et finalement, avec un paradoxe, c'est on veut être autonome, mais on fait appel quand même à des médecins pour aider à mourir ou pour tuer la personne. Et vous voyez, d'un point de vue déontologique, c'est là où il y a quelque chose vraiment d'important. Et peut-être qu'on évoluera au niveau du Sénat sur ce point. Est-ce que c'est un acte médical ?
ou est-ce que c'est un acte qui n'est pas médical? Et les soignants, aujourd'hui, s'offusquent de dire le soin, c'est aussi tuer. Donc je pense que toutes ces ambiguïtés, le fait que dans la loi, on ne parle pas d'euthanasie, on dit aide à mourir, on dit assistance médicalisée. Disons les choses clairement. Et le dernier point de l'analyse, vous avez 10 pays sur 195 pays dans le monde qui ont légiféré dans ce domaine. Aucun des pays n'a été en capacité de limiter les règles d'encadrement. Et 2001, c'est aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, aux Pays-Bas, un couple de personnes âgées, même s'ils ne sont pas malades, pourront demander l'euthanasie. Des enfants peuvent aspirer. Oui, tous ces éléments, quand vous n'avez pas de digue, vous dites c'est l'ouverture à une certaine forme de dérive. Et vous avez au Canada une loi depuis 2016. Toutes les analyses qui, aujourd'hui, sont convergentes font apparaître que les personnes les plus vulnérables, les personnes qui sont seules, sont plus exposées que d'autres à l'euthanasie. C'est tous ces éléments bout à bout, un peu rapidement présentés, qui font que je ne suis pas hostile, mais je suis vent debout contre cette évolution. Professeur Emmanuel Hirsch, y a-t-il une réponse définitive à cette question, puisqu'on en comprend la complexité? On va se faire l'avocat du diable. Est-ce que l'hypermédicalisation de la fin de vie est un progrès sur le plan humain? Et parallèlement, à quel moment décide-t-on que le malade est en état de conscience suffisante pour décider de mettre fin à ses jours? Et merci de m'avoir invité. Vos questions sont extrêmement pertinentes. Ah ben c'est parce que vous êtes là que je dépose. Je ne déposerai pas à tout le monde. Un point. D'abord, c'est pas le professeur, il n'y a pas de professeur d'éthique. Je tiens de vous donner ce titre parce que pour dire vous êtes quand même quelqu'un qui avait réfléchi de façon scientifique et médicale à la question, vous l'avez, en dehors de vos valeurs personnelles. Tout à fait, mais on est très démunis par rapport à ces questions. Si c'était un très proche ou moi-même, confronté à une situation que je n'ai pas anticipée, c'est pas uniquement la souffrance, c'est la mort, c'est la finitude. Je ne sais pas du tout, c'est pour ça que je ne parade pas. Je pense défendre les valeurs de la démocratie quand, d'une certaine manière, j'alerte. D'accord ? Ensuite, c'est le Parlement, c'est la représentation nationale qui décidera. Mais pour répondre vraiment à votre question, je pense d'abord qu'il faut être très sensible au discours qu'on tient d'un point de vue public. Au moment où on se parle, dans votre chaîne de radio, sur Sud Radio, il y a peut-être des personnes qui sont sur leur lit d'hôpital, qui sont chez elles, avec des familles, qui sont confrontées à un dilemme. Est-ce que je vais plus loin ou pas? On a beaucoup parlé, par exemple, peut-être à tort, de stigmatiser une maladie, mais la maladie de Charcot, pour prendre un exemple précis. Donc, ça serait outrecuidant et indécent que je prenne des positions à titre personnel, publiquement. Oui, mais le président de la République en prend. Voilà, alors le président de la République... Est-ce que vous pouvez me dire, professeur Emmanuel Hirsch, où il veut en venir, d'après vous? Ce qui est assez stupéfiant, vous voyez à travers l'actualité ce qu'est le monde aujourd'hui, ce qu'est la France, qu'on en ait fait une urgence politique. Il n'y a pas que lui. Il y a également la présidente de l'Assemblée nationale qui en a fait son urgence. Oui. D'accord. Le président de la République n'a plus qu'une obsession, c'est-à-dire terminer son mandat en ayant le sentiment qu'il aura légiféré en matière d'euthanasie. Si c'est un message de vie qu'on donne à la société, je pense qu'on peut attendre mieux. Donc aujourd'hui, il s'arc-boute. Vous avez des parlementaires, au niveau de leurs valeurs personnelles, de leurs convictions, qui ont le sentiment aussi que c'est une urgence absolue. Et moi, je leur réponds, l'urgence absolue, c'est d'abord d'accéder à des soins. Premier point. Regardez ce qui se passe aux urgences aujourd'hui. Quand vous êtes dans l'attente d'un lit... Bon, on y meurt. C'est aussi l'accès à des traitements, à des suivis au quotidien. Donc, avant de légiférer sur l'euthanasie, si jamais il y avait à légiférer, en se posant une question, est-ce que pour quelques cas on doit légiférer, puisque la loi c'est la norme, avant de légiférer déjà, est-ce qu'on est au clair, est-ce que toutes les personnes qui veulent vivre dignement dans la société bénéficient des sollicitudes et des solidarités? Emmanuel Hirsch, si vous étiez aux commandes, si la réponse dépendait de vous, imaginez que vous soyez en situation de gouverner la France, que je vous épargne, ou que l'on vous consulte et qu'on vous dise, professeur, ça sera votre décision qui sera la bonne, qu'est-ce que vous prendriez aujourd'hui? La première décision que je prendrais, elle est simple. La première décision que je prendrais, c'est un message fort à travers les soins palliatifs. Pas uniquement la technique des soins palliatifs et la philosophie des soins palliatifs. Et quand je dis les soins palliatifs, elle concerne les soins palliatifs toute la société. Je travaille beaucoup dans mon quotidien avec des personnes atteintes de maladies neuroévolutives, comme la maladie d'Alzheimer. Quand la personne a évolué dans la maladie, que son conjoint se retrouve dans la solitude la plus radicale, qu'il s'enferme, c'était Amour, rappelez-vous de ce film, cet enfermement. Quelle est la sollicitude de la société? Et vous avez des gens qui demandent l'euthanasie par défaut. C'est-à-dire, vous m'avez d'une certaine manière tué socialement, allez jusqu'au bout. Donc si j'avais une première réponse, c'est en termes de mobilisation de la société, vous avez un milieu associatif extraordinaire. Quand on parle des soins palliatifs, c'est pas la médecine palliative, c'est une approche humaniste. C'est un univers complet. On attend de démocrates.
Et donc, si j'avais donc une réponse à apporter, c'est pas uniquement les soins palliatifs, c'est aussi la lutte contre la douleur. Vous avez aujourd'hui 300 consultations en France et vous avez 6 mois à 1 an d'attente quand vous souffrez. Et on dit, les spécialistes, qu'il y a à peu près 20 à 21 millions de personnes en France qui ont des douleurs chroniques. Évidemment, si vous n'avez aucune réponse à un moment donné, et que vous attendez désespérément, surtout quand vous êtes solitaire. C'est très différent quand on a un environnement qui vous soutient. Je travaille avec l'Institut Raphaël qui accueille des personnes atteintes de cancer depuis des années. Quand les personnes ont autour d'elles de la famille, des professionnels motivés, qui leur donnent encore du sens à l'existence, vous voyez, c'est tous ces éléments. Donc, si j'étais responsable de l'État aujourd'hui, je m'interrogerais sur un chiffre très important. Aujourd'hui, dans les statistiques, et c'est toujours dur les statistiques de suicide, vous avez des personnes au-dessus de 74 ans, sur 100 000 personnes qui meurent de suicide, vous avez 79% qui ont au-dessus de 74 ans. Donc je me poserai la question, face à la longévité, quel type de réponse sociale, comment redonner de l'appartenance à la société, face à la maladie chronique. On va avoir de plus en plus de malades qui vont bénéficier de traitements innovants et qui vont vivre de plus en plus longtemps, mais quelquefois avec une nécessité d'aménager leur existence, l'accès au travail pour ces personnes. Bref, si j'avais des mesures, ça serait déjà en amont. Et je répondrais, pour être très honnête, s'il y avait des circonstances exceptionnelles, je ne suis pas certain que ce soit dans la loi qu'on parle de circonstances exceptionnelles. Et à ce moment-là, quel type de réponse? Et juste, en réanimation, au quotidien, on fait des limitations et des arrêts thérapeutiques. C'est-à-dire quand une personne est au-delà de toute ressource thérapeutique. Est-ce que ça fait des scandales? La loi de 2005 a encadré ces pratiques. Merci Emmanuel Mirsch d'avoir été là et nous avoir apporté ces précisions. Je pense que le débat est loin d'être clos et je n'hésiterai pas à vous rappeler pour avoir votre avis sur cette question. Merci de vos questions. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. J'aime le couscous. C'est une confession que je vous fais ce soir. J'aime le couscous. J'adore le couscous. Maud, allez, c'est vous qui entamez les perles, je vous lance. La politique peut être violente, ma chère Maud, vous le savez, on le sait. Oui. Mais Rima Hassan l'assume totalement. Peut-être un peu trop, hein. Sans état d'âme? Non, pas, oui, voilà, c'est ça. Oui, comme en témoigne cet extrait d'un discours prononcé hier à la Courneuve, Rima Hassan se moque pas mal de la portée des mots tant que ça peut faire mal à ses adversaires politiques. On écoute. Alors je sais que Rotaillot et tous ses prédécesseurs n'ont eu de cesse de désigner les musulmans et les immigrés comme les tout premiers responsables de tous les malheurs de la France, souvent pour éviter de rendre des comptes sur les conséquences des politiques qu'ils avaient menées et fait subir au pays. Alors j'ai une chose à lui répondre ce soir à Rotaillot. À bas Rotaillot, bien sûr. Bien sûr. Ah bah Retailleau, bien sûr. Alors forcément, l'ancien ministre de l'Intérieur, non, ça vole pas haut, a réagi, Bruno Retailleau, et dénonce une dérive anti-républicaine et anti-française. Pour contextualiser le propos, Rima Hassan s'adressait à la base militante ultra-communautaire d'Ali Diouara, candidat de la France Insoumise au municipal de la Courneuve, aux côtés d'Assa Traoré notamment. Et Rima Hassan en a profité pour attaquer Bruno Retailleau, qui lui a répondu en un tweet: cet appel à m'abattre ne m'intimide pas et je continuerai à m'élever avec force contre le communautarisme, l'islamisme et les agents des puissances étrangères qui s'en prennent à notre pays dans le débat public. Fin de citation. Il a notamment été soutenu par l'actuel ministre de l'Intérieur Laurent Nunez et par le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Eh bien, que vous dire? Tout ça. À certains, j'aurais même pas répondu. C'est tellement dur. Enfin, bon, voyez. Est-ce qu'il faut accorder de l'importance à ce genre de oui, en même temps, faut prendre position. Mais enfin, en plus, ce qu'il dit, fouille. Enfin bon. Voilà. Et là, c'est une histoire glaçante, Perico, que vous allez nous raconter. Elle concerne une lycéenne harcelée par ses camarades et l'inaction des responsables scolaires. Oui, on en parle bien sûr sur tous les médias, sur toutes les ondes et sur tous les écrans. C'est la tragédie de Camélia qui allait avoir 18 ans le 23 janvier, qui est harcelée. Elle sort précipitamment de son lycée. Sa maman lui envoie un texto lui disant: écoute, t'inquiète pas, laisse tomber, on va les évacuer. Évacue ça. Elle pense que c'est réglé et Camélia, quelques instants après, se jette sous les roues du RER en envoyant un dernier message à sa maman: je t'aime et tu es la meilleure maman du monde. Voilà, elle est à bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'échec total des préventions contre le harcèlement scolaire qui prend des proportions aujourd'hui totalement dramatiques. Je suis bouleversé, je suis désolé parce que ça pourrait être nos enfants. J'imagine la détresse des familles et la souffrance de cet enfant, le harcèlement. Alors en plus, quand vous voyez les harceleurs, ils vous disent: ah mais si j'avais su que, hein, c'est toujours des blagues où on plaisantait, et puis ça se finit dans la tragédie. Alors,
Je ne sais que dire. Est-ce qu'il y aura, on parlait tout à l'heure avec Emmanuel Hirsch, est-ce qu'on peut avoir une loi, une législation sur la fin de vie, sur l'euthanasie? Est-ce qu'on peut avoir une législation, une disposition sur le harcèlement? Est-ce que les parents de harceleurs sont bien conscients qu'ils ont chez eux des petits monstres, des petits fachos, des petits nazis, des petits salauds? Voilà, on va peut-être commencer par là, parce que souvent les parents... Alors, il y a des parents qui ne savent pas, parce qu'on sait à quel point cela est sournois, peut être secret, et le nombre de tragédies qu'on a découvert alors que personne n'était au courant, admettons. Mais enfin, est-ce qu'on a bien pris le problème par là où il le fallait? Mais enfin, une pensée pour Camélia et pour sa maman, Camélia qui aurait dû avoir 18 ans. Enfin voilà, c'est une des tragédies de notre société, de notre époque, c'est abject. Et j'ajoute juste, Perico, que Camélia avait prévenu la direction, évidemment, qu'elle avait été reçue par le proviseur qui lui a dit que c'était elle qui en faisait trop et que c'était de sa faute. Comme d'habitude. Le drame va jusque-là, comme d'habitude. Maud, à la Grande Mosquée de Paris, il y a un est-ce que c'est un prédicateur? Est-ce que c'est un commentateur? Il a recalculé un petit peu tout ça. Oui. Les morts de la Shoah, les morts de la guerre d'Algérie. Oui, les chiffres sont pas exacts. Mais c'est formidable. Alors, ce sont les propos de l'écrivain Gabriel Souleka qui ont fait bondir les historiens. Selon lui, il y aurait eu plus de morts pendant la guerre d'Algérie que pendant la Shoah. À l'occasion d'une conférence qu'il donnait à la Grande Mosquée de Paris, Gabriel Souleka en a profité pour donner un véritable cours de révisionnisme en omettant évidemment pas de défendre le FLN qu'il qualifie de résistant. Selon lui, l'armée française n'était constituée que de soldats qui savaient à peine lire, qui ont tué les femmes, les enfants et détruit tout le monde, je le cite. Et viennent alors les chiffres. Gabriel Souleka avance que seulement 1 million de juifs sont morts pendant la Shoah contre 1,5 million pendant la guerre d'Algérie. En réalité, 6 millions de juifs ont été tués et 500 000 Algériens selon les historiens. Enfin, tout cela est quand même très gênant et douteux comme comparaison. Ce qui me choque le plus, c'est plutôt, alors je dis pas le silence, le silence de la mosquée de Paris, des institutions musulmanes, on tombe presque sous le coup de la loi Guesso qui condamne le révisionnisme. Alors, il ne nie pas la Shoah, il dit qu'il y a eu 1 million de morts au lieu de 6, pourquoi pas 300 000. Voilà, le débat est infini. Enfin, c'est ignoble. Quant à l'Algérie, on est sûr, et même les pro FLN disent qu'il n'y a jamais eu 1 million et 1 million. Au début, c'était 1 million. On est entre 5 et 600 000. Que l'armée française ait commis des crimes de guerre, oui, c'est un fait dans toutes les guerres. Il pourrait parler des harkis qui ont été massacrés à partir de 62. Ceux qui sont restés en Algérie, honte à la France de ne pas... Et c'est une grande faille dans la vie du général de Gaulle, dans la vie politique du général de Gaulle, que d'avoir abandonné les harkis, qui ont été massacrés, tués sous la torture, enfin, mais des abominations, des crimes contre l'humanité qui ont été commises. Et ça, évidemment, Monsieur Soulaïka n'en parle pas. Écoutez, il faut signaler ce genre de choses, mais, vous voyez, les réseaux sociaux, ça circule, et quelqu'un peut, énoncer des propos aberrants, dans une impunité totale. Je pense que ça mérite une intervention, en tout cas des institutions et de la justice, pour savoir si ces propos ne tombent pas sous le coup de la loi. Don't tell the population, please, Donald, I beg you. Donald Trump et Emmanuel Macron poursuivent leur bras de fer, quitte à user de méthodes déloyales, il faut bien le dire, Perico. Eh bien, écoutez, on s'est du jamais vu. Le président Trump a publié un tweet, un message, enfin un X, un texto d'ailleurs que le président de la République française lui a envoyé. Je donne la lecture de ce texte. Note du président Emmanuel Macron de France, de la part du président Macron au président Trump. Mon ami, c'est Macron qui parle. Nous sommes totalement alignés sur la Syrie. Nous pouvons faire de grandes choses sur l'Iran. Je ne comprends pas ce que tu fais concernant le Groenland. Essayons de construire de grandes choses. Je peux organiser une réunion du G7 après Davos à Paris, jeudi après-midi. Je peux inviter les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes en marge. Dis-nous ensemble à Paris jeudi, avant ton retour aux États-Unis, Emmanuel. Alors, bon, déjà, on voit le ton qu'il y a entre deux chefs d'État. Les choses ont bien changé, bien changé. Peut-être que cette complicité, cette amitié est utile, peut-être n'est-elle pas. Et le fait que le président des États-Unis publie le message d'un chef d'État, du président de la République française, qui lui était adressé personnellement, relève quand même de la méthode un peu de la méthode de voyou. Donc tout ça est bien bas. On en rediscutera aussi avec Pierre Lelouch. Enfin, qu'on en arrive là, c'est quand même affligeant. On voit bien que le président de la République française essaie d'être conciliant. Est-ce qu'il n'y est pas un petit peu trop quand on voit la teneur du message et le fait c'est précisément ce dont se moquait Donald Trump en l'imitant et en faisant trop. Mais cette proximité affichée d'Emmanuel Macron, c'est Donald Trump en joue. Depuis un an, je disais l'arrivée de Donald Trump. On franchit tous les jours, pas toutes les semaines, on franchit tous les jours les seuils de l'aberration, j'allais dire de l'insolence, c'est gigantesque quoi. On n'a plus de repères. Alors on apprend peut-être que c'est une époque nouvelle, mais enfin c'est pas les valeurs qu'on nous a inculquées. Les règles diplomatiques ont changé. Les règles diplomatiques ont changé.
Et dans un livre à paraître demain, 3 spécialistes dressent un état des lieux du syndicalisme en France et ça fait déjà jaser. Oui, 3 experts se sont penchés sur la question du droit de grève. Ils en proposent, alors c'est peut-être pas la limitation, c'est l'aménagement. L'idée est très simple, c'est interdire toute grève pendant la période de négociation. Alors on sait bien qu'il peut y avoir des grèves abusives pendant les périodes de vacances. On sait que la grève sert à faire pression sur le patronat ou sur le gouvernement et que pendant les périodes de négociation, c'est un des outils, puis-je dire de la classe ouvrière, en tout cas des travailleurs, pour essayer d'avoir gain de cause sur leurs revendications. Alors de là à limiter le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, le débat est ouvert. Enfin, 3 experts se sont osés à cette proposition. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça sera l'occasion de débattre et d'avoir des avis très contradictoires. Oui. Et peut-être qu'il y aura des noms d'oiseaux qui vont voler. Voilà. Sébastien Lecornu, Premier ministre, renonce à ce renoncement et a finalement annoncé hier qu'il utiliserait le 49.3. On va décrypter cette information avec le député du Rassemblement national de Vaucluse, Hervé de Lépinot, dans un instant. N'hésitez pas à nous appeler en direct sur Sud Radio 0826. Trouvez au porteur de la carte. Modalité, magasin participant sur intermarché.com. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le Premier ministre Sébastien Lecornu renonce à son renoncement et a finalement annoncé hier qu'il utiliserait le 49.3 pour faire adopter le budget 2026. Un passage en force qui valide notamment le deal passé avec le Parti socialiste afin de s'éviter la censure. On en parle avec le député du Rassemblement national de la 3e circonscription de Vaucluse, Hervé de Lépinot. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour Hervé de Lépinot, merci d'être avec nous en studio sur Sud Radio pour débattre de ce retour du 49.3. Tout d'abord, bienvenue sur votre territoire natal. Vous êtes né à Boulogne-Billancourt. Exactement. Donc vous êtes ici chez vous, mais vous êtes l'élu d'un territoire qui m'est très cher, dans le comté avenassin, et vous êtes conseiller départemental de Carpentras. Je rappelle pour les plus jeunes qui nous écoutent que voilà, vous êtes sur le siège qu'a occupé Marion Maréchal et Julien Aubert, qui sont des personnes. Alors non, pas Julien Aubert. Julien Aubert, c'était le député de la 5e circonscription. La 5e, exactement, ouais. C'est à côté. Voilà. Mais vous, c'était la circonscription de Marion, dont j'ai été le suppléant de 2012 à 2017. Et vous êtes au municipal opposé au maire sortant, qui était de Monsieur Francis Adolphe, le Parti socialiste. Voilà. Donc il y a une vie politique locale assez animée dans ce coin de paradis. J'appelle vraiment un coin de paradis qui est en train de dépérir totalement. Culture de la truffe, de la fraise, la cerise de Venasse, les tragédies. Je vous réinviterai un jour pour parler de ce territoire parce qu'il mérite. Il est tellement symbolique des souffrances que traverse ce pays et des gâchis auquel on est confronté. Là, je vous invite. Alors, je dis, au secours, le PS revient. C'est moi qui le dis, hein, monsieur le député, je ne vous le fais pas dire. Avec cet usage du 49.3, pour lequel le Premier ministre Sébastien Lecornu s'était engagé à ne pas en faire usage, considérant qu'effectivement, le 49.3 est réducteur du droit du Parlement à l'Assemblée nationale. Et puis finalement, on y revient. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, je trouve qu'il est particulièrement dangereux pour un Premier ministre de renoncer de facto et de manière officielle à un outil qu'offre la Constitution. Donc je pense que ce jour-là, M. Lecornu aurait mieux fait de se taire. Mais toujours est-il qu'il a pris un engagement devant les Français. Et force est de constater que 3 mois plus tard, l'engagement n'est pas tenu. C'est un service énorme qu'il a rendu au 49.3. Il en a démontré l'utilité. On se dit, mais ce 49.3 qui est réducteur quand même du droit de l'Assemblée nationale, puisqu'il permet au gouvernement de faire passer une loi sans vote. On a dit, mais que le général de Gaulle, Michel Debré, quand ils ont fait cet article, c'était à l'époque parce qu'ils avaient des problèmes de majorité. Et là, on se rend compte que le 49.3, dans une situation donnée, avec un blocage des institutions, il est très utile. Merci Sébastien Lecornu, n'est-ce pas, pour le 49.3 ? On est en train... Non, parce que je pense qu'il s'est émoqué des Français et des parlementaires. Ah, vous pensez ça ? Oui, parce que à partir du moment où vous avez... Je pense qu'il aurait aimé. Non, il aurait rêvé faire passer la loi au vote. Alors moi, je vais vous donner mon sentiment profond. Là, avec ce que vous dites, soit M. Lecornu est un naïf, soit c'est un cynique. Je pencherai plutôt pour la deuxième solution. Bon, et moi pour la première. Conclusion, la loi va passer, le budget va passer quand même très, j'allais dire, biscornu, amoindri, retouché, avec une très forte influence quand même du Parti socialiste. Ce qui est dramatique, puisque vous avez un nain politique qui est devenu le Parti socialiste, 1,7% à la dernière présidentielle, qui devient la variable d'ajustement d'un gouvernement qui n'a pas de majorité, bien que, et je voudrais que les auditeurs l'entendent, ce gouvernement donc, qui est fait de briques et de broc se retrouve sous le vocable socle commun. Eh bien, lorsqu'on fait la somme des groupes parlementaires qui constituent ce socle commun, LR, Horizon, UDI, Modem, Renaissance, on arrive à 53% des députés.
Ce qui veut dire que formellement, M. Lecornu avait une majorité absolue. Oui. Le problème de ces députés, c'est qu'ils soutiennent le gouvernement comme la corde soutient le pendu. Donc ils ne siègent pas. Là, je l'ai vu sur les débats de la semaine dernière. Grosso modo, les 3/4 des députés du socle commun n'étaient pas dans l'hémicycle. Ah, paradoxal. Alors, 68 députés au PS, malgré les 1,7 du score à l'élection présidentielle. Je vous rappelle 68 députés grâce au vote du Front républicain, qui ont été élus avec des votes des électeurs de droite, du centre, qui ne pensaient pas comme eux. Donc, merci le Front républicain pour avoir obtenu une situation totalement ubuesque. Est-ce que vous reprenez un peu les propos de Jean-Philippe Tanguy, le président de votre groupe, qui dit « Vous avez eu une majorité pour repousser les motions de censure ». Où est cette majorité pour faire passer le budget ? Pour faire passer le budget. Alors, ouais. Mais comme ils sont en fait sur une construction complètement baroque, hétéroclite, les intérêts sont totalement divergents, mais... Vous connaissez la bonne formule paysanne, hein, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Oui. Bon, et aujourd'hui, force est de constater que les LR seront une fois de plus les cocus de l'affaire, puisque M. Wauquiez, la main sur le cœur, nous répète à l'encan non, surtout pas d'augmentation d'impôts. Or, quand un gouvernement aux abois deal avec le Parti socialiste, il deal avec le parti qui, dans son essence même, ne propose que l'impôt et la taxe. Députés LR qui ont également été élus avec des voix de gauche, c'est la contradiction. On peut dire que le RN et l'UDR sont le seul groupe qui ont été élus par leur peuple. Hein, on peut le dire, oui. Personne n'est allé voter RN ou UDR en se pinçant le nez, comme ça a été le cas pour le Front populaire ou pour les Républicains. Pour autant, pour revenir sur le 49.3, est-ce que, oui ou non, alors je m'adresse aux députés, est-ce que finalement il a son utilité ? Alors, à utiliser avec parcimonie, c'était ça l'esprit de la Ve République, est-ce qu'il peut avoir son utilité dans un cas comme celui-là ? Pour moi, il est le constat d'un échec, c'est-à-dire que le Premier ministre n'a pas été capable de présenter une feuille de route qui pourrait fédérer un maximum, une majorité de parlementaires. Donc c'est en quelque sorte un coup de sifflet final d'une partie qui n'est pas allée à son terme. Alors je pense toujours, moi, aux parlementaires, mais également aux administrateurs de l'Assemblée, qui phosphorent quand même depuis des jours et des jours, et qui voient leur travail partir à la poubelle. Puisque, en définitive, c'est la feuille de route que va redessiner, réécrire le gouvernement avec comme Pygmalion le Parti socialiste. Et c'est un constat d'échec, quoi. Il faut dire les choses très simplement. Le Parti socialiste, qui du coup est totalement en rupture avec la France insoumise, qui les accuse de sociotraîtres et de collaboration avec la droite, on est, j'allais dire, dans le désœuvrement total. C'est une partie de Je te tiens par la barbichette qui finit lamentablement. Qui finit lamentablement au détriment de l'économie française, puisque je suis désolé, mais il y a pratiquement 8 milliards d'impôts. Alors venons-y, le contenu de ce budget. Alors ce 49.3 va permettre de faire passer quel budget ? Alors, on essaye d'avoir les infos. Puisque pour l'instant, ça n'a pas fuité dans le détail. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que le rapporteur de la Commission des Finances s'en est ému ce matin à la réunion des présidents, en disant « Je suis quand même quelqu'un d'assez essentiel dans le dispositif, je ne connais toujours pas les contours précis. » Monsieur Coquerel ne sait pas ce qu'il y a dans le budget. Non, c'est pas Monsieur Coquerel, c'est le rapporteur. Le rapporteur, lui, Coquerel, c'est le président. Exactement, et là, c'est le rapporteur. C'est le rapporteur. Donc, on est dans une situation où le gouvernement cache sa copie pour la révéler le plus tard possible. Alors, normalement, nous allons avoir un premier 49.3 sur le volet des recettes, mais il faut que les Français sachent qu'on n'a toujours pas évoqué dans le cadre des débats parlementaires le volet dépenses. Or, le volet dépenses, ce sont les fameuses économies. Et en ce qui concerne le Rassemblement national, dans le cadre de notre contre-budget, nous avions 50 milliards d'économies à proposer pour non seulement enrayer la machine infernale des intérêts de la dette, mais également ramener le déficit à quelque chose de supportable. Puisque le Premier ministre était si soucieux de tenir compte de l'avis de l'Assemblée, du Parlement, mais de l'Assemblée nationale au complet, selon ses sensibilités, est-ce qu'une de vos suggestions, propositions a été retenue ? Strictement aucune. Aucune. Donc on continue dans le système macronique depuis 2017. C'est-à-dire toujours plus de dettes, toujours plus de déficit, toujours plus de démagogie et en fait c'est la politique du pire, c'est-à-dire qu'en 2027, puisqu'on sait qu'il y aura a priori quand même une alternance, eh bien on va laisser la situation la plus pourrie qui soit à ceux qui seront en charge des affaires de l'État. Et surtout ne jamais écouter l'opposition. Jamais. Et passer en bloc. Alors arriver à passer en bloc sans avoir de majorité nette comme c'est le cas, c'est quand même une prouesse. C'est pour ça que finalement ils ont besoin du 49.3. Ce gouvernement peut tenir, si on va jusqu'à la présidentielle,
présidentielle. On est à un peu plus d'un an encore de délai. Vous pensez que la France peut être gouvernée de cette façon ou Alors déjà, il tient parce que les députés qui sont à l'origine de tout ce que vous avez décrit sont rivés sur leur siège de parlementaire comme des moules sur leur rocher. Donc le drame, c'est que des intérêts particuliers ont totalement étouffé l'intérêt général. Hervé Despinot, ils ne font que reculer pour mieux sauter. La facture arrivera quand même. Oui, mais entre-temps, les dégâts seront faits. J'étais hier à l'Assemblée, au vœu de la CAPEB Vaucluse, donc c'est cette association qui regroupe des artisans. L'artisanat, donc le bâtiment en France, est aux abois. Oui, et vous connaissez la formule, quand le bâtiment va, tout va. Oui. Et en ce moment, le bâtiment, il va pas bien du tout. Alors, il n'y a pas que lui qui va pas bien du tout, mais lui, c'est un signal. Voilà, c'est un signal très fort, parce qu'il y a beaucoup d'inertie dans cette filière économique. Donc nous avons le Mozart de la finance qui a mis le pays à genoux. Vous avez le Premier ministre qui a le culot de dire dans les médias, dans sa conférence de presse crépusculaire, que le Rassemblement national aurait saboté son budget. Non, nous on a fait notre travail d'opposant, on a déposé des amendements et je le répète, si les députés qui sont censés le soutenir ne siègent pas dans l'hémicycle, eh bien il ne peut pas nous reprocher, nous, d'être présents, et nous étions bien présents et en nombre. Monsieur le député, au vu de ce fiasco, on va faire un petit peu de politique fiction, est-ce que vous pensez que le moment est venu pour les Républicains, le Rassemblement national, l'UDR, de se mettre autour d'une table et d'autres partis, j'allais dire, qui veulent un peu sauver la France pour se mettre d'accord sur un programme gouvernemental? C'est prématuré. Alors dire qu'on va se mettre autour d'une table, c'est une déclaration d'intention. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Alors voilà. Vous avez mais déjà se mettre autour d'une table, ça serait bien. Ensuite, mais déjà, on va se mettre l'un à côté de l'autre dans l'hémicycle. Oui. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs sur un plan strictement géographique. Oui. Mais vous avez jeudi la niche parlementaire du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Le Rassemblement national sera présent en nombre de députés pour soutenir les textes que nous considérons utiles pour le bien commun et l'intérêt général. Ça peut être réciproque. Ça peut être réciproque. Alors, on a eu une petite réciproque, c'était sur la nécessité d'abroger les accords de 68, donc entre la France et l'Algérie. Et nous avons pu faire passer ce texte parce que les Républicains s'étaient un petit peu mobilisés. Donc, vous voyez, en fait, il ne faut pas des déclarations d'amour, il faut des signes d'amour. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Hervé Despinot, merci d'avoir été avec nous sur votre Radio. Invitation. Et voilà, je vous réinviterai pour parler du Vaucluse, du comte à Venessin, et certainement des suites des vicissitudes de la vie politique française et parlementaire. Merci beaucoup. Merci. Tous les jours de 16h. Pierre Lellouche pour les très jeunes. Je rappelle qui est Pierre Lellouche. Pierre Lellouche est une personnalité de la vie politique française qui pèse de plus en plus parce que vos avis s'avèrent de plus en plus pertinents. Vous avez été ministre, vous avez été conseiller politique de Jacques Chirac, vous avez été député de Paris, vous êtes cofondateur de l'Institut français des relations internationales et vous avez présidé l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Donc vous êtes habilité pour donner votre avis sur les sujets qui aujourd'hui nous perturbent et défrayent la chronique. Pierre Lellouche, on vit une situation, je disais tout à l'heure, chaque jour nous réserve des surprises de plus en plus désobligeantes ou affligeantes, notamment la publication d'un message du président de la République par tweet, par le président américain, qui révèle tout ça en se tutoyant, en disant je te fais un dîner, tu reviens. Vous qui avez connu la France grande, glorieuse et puissante du temps où vous étiez parlementaire et ministre, je vais vous poser une question directe. Vos prescriptions et vos prévisions se sont révélées, hélas, très souvent exactes. Oui. Vous auriez préféré vous tromper? Oui. Oui. C'est malheureusement la glissade, le déclin est ancien. Il a commencé, je dirais, avec la mort de Pompidou. Ah oui, ça remonte à 74. Voilà. Je pense qu'on. Donc depuis Giscard, ça commence à dégénérer. Depuis qu'on laisse filer nos comptes, c'est-à-dire que depuis que la France n'est plus gérée. Quoi. Vous liez ça au compte de la nation. Oui, bien sûr, une nation bien gérée. La caisse est importante. C'est-à-dire dans votre foyer comme le mien, si vous contrôlez pas les dépenses, la sanction tombe assez vite. La France a laissé filer, et puis après il y a eu cette espèce de drogue qui a été l'euro. Mitterrand est passé à l'euro. C'est le rêve de Giscard, mais c'est la gauche qui a... Vous savez qu'un grand doute s'installe sur l'euro, y compris parmi les gens qui ont été des fervents défenseurs. Là, on commence à se poser la question. Les Allemands eux-mêmes disent on n'est pas très contents. Et les Français on s'est drogué à ça, parce que implicitement, c'est toujours la même rengaine en France. L'Allemagne paiera. Ce qu'on ne peut pas, nous, faire quand on était tout seul, on pouvait dévaluer. Mais il fallait quand même faire attention aux comptes.
s'il y a une monnaie commune, euro, ne sera pas à s'en prendre à l'euro. Donc on laisse filer à l'intérieur de la zone euro jusqu'au point où maintenant nous sommes devenus un problème pour l'Europe. L'Europe, c'est notre problème, mais la France est aussi le problème de l'Europe. Donc on est à un moment de jonction, de grande faiblesse française, au pire moment. C'est-à-dire qu'on vit, comme je le dis dans mon livre, le basculement du monde, provoqué par la guerre d'Ukraine, amplifié encore par l'arrivée de Trump. Donc on télescope tout ça à un moment de grande faiblesse, où les comptes sont catastrophiques et où, de surcroît, Macron a fait exploser la politique française avec une assemblée qui est paralysée, un pays qui est paralysé et qui attend le bon vouloir du président de quitter son job. Mais tant qu'il ne quitte pas son job, vous avez vu que son Premier ministre, qui a été choisi pour ça, n'a qu'un but, c'est tout le monde reste là. Voilà. Le président reste là, le Premier ministre reste là, les députés, les ministres, tout le monde a son siège, tout le monde a son salaire, ça va très bien jusqu'à la prochaine élection. Sauf que le pays est paralysé, que les entreprises françaises viennent prendre un coup de bambou terrible qui aura des conséquences qui vont encore aggraver la désindustrialisation du pays à un moment où tout se joue. La reconfiguration du monde est en train de se jouer. Et la voix de la France a beaucoup de mal à porter, voire le Mercosur, où on s'est fait enfoncer un accord international majeur, négocié depuis 25 ans, contre la vie du pays, tout ça parce que ça a été très mal géré. Ça va mal, oui. Ça va. Vous rééditez chez Odile Jacob Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, où vous décryptez les enjeux, les erreurs, les aberrations, les bévues qui ont été commis. C'est une version actualisée. Tout s'est passé très vite. La dégradation n'a fait que s'aggraver. Vous pensez que la situation institutionnelle de la France, avec aujourd'hui ce gouvernement sans majorité, cette dissolution qui a disloqué l'Assemblée nationale, un président en fin de course qui ne peut pas se représenter et qui, malgré tout, doit tenir compte de l'article 20 qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, lui semble continuer à jouer comme si de rien n'était. C'est terrible pour l'image de la France. C'est effrayant. Ah bah oui, je pense plus personne nous prend au sérieux. Plus personne. En Afrique, notamment, d'où nous avons été gentiment expulsés. En Asie, où nous avons quand même une guerre civile sur les bras en Calédonie, avec les Chinois en embuscade. Et où les anglo-saxons nous ont aimablement virés au moment de l'affaire des sous-marins à l'été 2021. Et en Europe, malheureusement, la voix porte moins, puisque on est fauché, qu'on n'a plus d'argent. Donc on a un président qui s'agite, qui parle de pour être craint, il faut être fort, pour être fort, il faut réarmer. Sauf que plus de fric, quoi. Il n'y a plus d'argent. Les seuls qui ont de l'argent aujourd'hui et qui réarment vraiment, ce sont les Allemands. Les Polonais le font grâce à notre argent, puisque c'est beaucoup de l'argent de l'Union européenne. En achetant du matériel américain très souvent. Et coréen. Et coréen. Et coréen. Formidable. Jamais européen. Oui. Et nous, on n'a pas d'argent et ça commence à se voir. Quand on dit qu'il faut... Alors en plus, ça n'empêche pas le président de dire j'envoie des forces... Là, j'en envoie ailleurs, même au Groenland, et puis derrière, je vais augmenter. Il y aura un environnement aérien et maritime. Je veux dire, mais on parle de quoi là ? On est où ? Oui, il faut quand même atterrir dans la réalité. Je crois que on a un match de narcisse. Enfin, le président français est totalement narcissique et il essaye de survivre sur l'international. Sauf qu'il est tombé sur encore plus narcissique que lui, puisque le camarade Trump, il est vraiment dans un hubris. Incroyable. On joue pas avec les mêmes règles du jeu. On a un homme d'affaires aux États-Unis qui pense qu'il est en train de faire du business et procède au chantage. Pas que, oui, c'est ça. Il a une vision business. Enfin, il est pas bête non plus. Hein. Il est arrivé en étant extrêmement prêt là pour ce deuxième mandat, avec une équipe de gens absolument fidèles. Et puis, il taille la route. Il est en train de créer une vraie révolution à l'intérieur des États-Unis qu'on mesure pas ici, mais on voit des choses incroyables. Il a tapé sur les universités, il a tapé sur les ministères, il est en train d'engager l'armée dans des États, il utilise toutes sortes de mécanismes juridiques. Il avait préparé son coup en prenant le contrôle de la Cour suprême lors du premier mandat, ce qui fait que toutes les poursuites engagées, pour l'instant, sont bloquées. Il y a un moment très important qui se tiendra au mois de juin, où la Cour suprême va se prononcer sur ses droits de douane.
Alors si elle fait tout capoter, c'est une chose. Si elle maintient les droits de douane, alors ça continuera à être un bâton extrêmement puissant entre les mains de Trump. Pierre Lelouch, dans votre ancien engagement politique, vous avez vécu plusieurs époques, ne serait-ce qu'au sein de la droite, entre ce qu'était le gaullisme, Pompidou, Chirac, Sarkozy. Vous avez cru, et il faut toujours y croire, le peuple américain, l'Amérique est l'ami de la France. Vous avez été ce qu'on appelait atlantiste de bonne foi. J'étais atlantiste. Ceux qui m'appelaient atlantiste, c'est parce que j'ai fait mes études à Harvard, plutôt que d'être passé par l'ENA, mais... Moi, j'ai toujours été gaulliste, c'est-à-dire mon problème, c'est l'intérêt national. Le général de Gaulle se méfiait des États-Unis, il fait sortir du commandement de temps en 66, mais mais il est solidaire. Au moment des fusées de Cuba, sans jamais quitter l'alliance, en disant la France est là, on est à votre côté. Pour autant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce désamour, cette désillusion? Ce sont les institutions américaines qui ont changé, c'est l'état d'esprit des gouvernants américains, où il y a une vraie disparité entre les intérêts franco-européens et les intérêts américains. Je ne pense pas qu'il y ait une rupture avec les États-Unis, l'Amérique profonde des Américains. Les Américains aiment bien la France et les Français sont fascinés. Je pense qu'il serait pas mal de temps en temps de rappeler à Trump que Lafayette est devenu citoyen américain par la grâce de Washington après ce qu'il a fait pour les États-Unis. Alors, c'est Georges Clooney, mais c'est sur une échelle tout à fait différente. Oui, mais c'est un symbole quand même. On s'est tapé une révolution quand même et on a vu un roi décapité parce que tout l'argent avait été dans la guerre américaine. C'est quand même ça l'histoire. Versailles et la guerre américaine, on va dire les deux. Alors, oui, c'était la guerre en fait contre les Anglais via les Américains. C'est une bonne cause d'avoir permis la création des États-Unis d'Amérique en 1776. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi je reviens à ça? Parce qu'à l'époque, l'Amérique, elle était européenne. C'était quand même des Européens qui étaient en train de prendre leur indépendance par rapport à l'Angleterre. C'était une succursale, c'était là. Sauf qu'aujourd'hui, démographiquement, c'est plus ça l'Amérique. L'Amérique, c'est 25% de Noirs, anciennement des esclaves, amenés par des Européens. Ensuite, vous avez un bon tiers de Latinos, beaucoup du Mexique, territoire qui a été littéralement piqué par les Américains. Ils ont pris le tiers du Mexique. Donc il y a beaucoup de Mexicains. Et puis vous avez maintenant une poussée très importante de l'émigration venant d'un peu partout, mais beaucoup d'Asie. Vous voulez dire que la créolisation marche aux États-Unis, que Mélenchon devrait y aller? Oui, devrait. Oui, là c'est vraiment une créolisation. Mais simplement c'est dans l'ADN de ce pays que d'être un pays d'immigration. Et simplement, cette immigration, elle s'éloigne de plus en plus de l'Europe. C'est ça l'histoire. Et c'est les racines. Mes anciens profs à Harvard, les Kissinger, les Brzezinski, tout ça, c'était des Européens. C'est des Polonais, c'est des Allemands, c'est des... Voilà. Beaucoup avaient servi, ils avaient fait la guerre en Europe et tout ça. Il y avait un lien. Là, Rubio est un Cubain, le secrétaire d'État. Rubio est un Cubain. Et les autres ont oublié depuis longtemps les racines européennes, y compris Trump d'ailleurs, qui est d'ailleurs... lui-même d'origine allemande, mais il n'en parle jamais. C'est pas son truc. Et tous ces types autour de Trump, quand vous regardez leurs échanges qui ont été publiés, c'est quand même d'abord le mépris par rapport à la vieille Europe. Il n'y a pas d'affect. Il y a, ça compte plus trop, quoi. Le discours de Vance à Munich était très clair sur le fait qu'il y avait une... Alors là, c'est un autre aspect, c'est que l'idéologie MAGA, ils veulent l'exporter. Et à certains égards, les problèmes qu'ils ont eu à régler, on les a en Europe aussi, notamment l'immigration, le wokisme qu'on a importé, mélangé à la sauce à l'extrême gauche et écolo. Et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec une équipe de gens à CNews et Europe 1 que j'aime beaucoup. Honnêtement, fermer une chaîne de télé, c'est quand même pas anodin, quand même. On va y revenir. Nous sommes avec Pierre Lelouch. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous tiraillent aujourd'hui sur la guerre en Ukraine, sur l'Iran, sur le Groenland, sur les enjeux, sur la société de la France, sur le rôle de la France, sur l'image de la France. Pierre Lelouch est un des hommes les plus compétents, les plus avisés. Et rassurez-vous, il ne parlera pas avec la langue de bois. On le voit par ses écrits. On parlera de votre édito dans le Figaro qui a été publié. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud-État.
Perico Légas reçoit Pierre Lelouch. Nous débattons, à bâton fleuri et non pas à bâton rompu, la situation internationale et de la situation en France. Pierre Lelouch, vous venez de publier une tribune dans le Figaro. Vous envisagez le scénario de l'affrontement en disant qu'il faut résister. Je rappelais tout à l'heure en humeur qu'en 1942, le général de Gaulle demande à l'amiral Muselier de prendre possession de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était dépendant de Vichy, au risque que les Allemands s'en emparent. Et le général de Gaulle dit à Muselier, on prend Saint-Pierre-et-Miquelon dans la France libre. Il prévient les États-Unis et il dit à l'amiral Muselier, si un bateau américain s'approche, vous tirez. C'est une attitude gaullienne, ça, qu'il faudrait avoir aujourd'hui. Oui. Je crois qu'on ferait bien de se rappeler d'un... Macron aurait dû, peut-être, et d'autres aussi... Il y a un proverbe amérindien aux États-Unis, canadien, qui dit que donner du miel au grizzly ne protège pas de ses griffes. C'est un proverbe huron, je crois, il me semble. Alors le problème du miel et le grizzly, il est là, et ça fait 1 an que on fait de la contorsion, on fait de la génuflexion, parfois la plus servile. Quand vous voyez le secrétaire général de l'OTAN lors du sommet du mois de juin l'année dernière appeler le président américain Daddy, tellement ils avaient peur qu'il s'en aille, ils étaient tétanisés. Après, il y a eu le sommet, il y a eu cette visite honteuse de Madame von der Leyen à Turnberry, le club de golf appartenant à Monsieur Trump en Écosse, dans lequel elle dit qu'elle a signé un accord économique formidable. Les droits de douane américains sont multipliés par 5, donc on va payer 15%, eux 0, nous 15, formidable. Et en plus, elle en prend pour 1350 milliards d'euros, excusez-moi, d'achat de gaz et d'investissement aux États-Unis. Au lieu de mettre cet argent chez nous, non, on va enrichir le Trésor américain. Monsieur Tusk, le Premier ministre polonais, avait même dit à cette occasion sur un ton humoristique, je ne savais pas qu'elle était encore membre du gouvernement allemand, je pensais qu'elle était présidente de la Commission européenne. C'est affolant. Après, il y a eu Anchorage, rappelez-vous, oui. Le sommet inventé à la dernière minute par Trump, et bien sûr, Poutine est suffisamment malin pour y aller, lui vendre sa version de la paix, que reprend tout de suite Trump. Il est ravi, la Poutine. Vous avez vu le message qu'il a envoyé hier, en disant, s'il prend le Groenland, ce sera un grand homme. En parlant de Trump. C'est formidable. Poutine doit rigoler beaucoup de ce qui se passe. Mais enfin, je dis ça avec ironie, mais en même temps, le moment est grave, parce que si l'Europe se plante, tout le monde regarde. Pierre Lelouch, est-ce qu'on pouvait dire... Attendez, je voudrais juste revenir, parce qu'après Anchorage, il y a eu cette photo qui, moi, je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours, c'est la photo du bureau ovale avec Trump pris dans son dos. Et devant, il y a les bourgeois de Calais. Les Européens, quasiment la corde au cou. La corde au cou, serrés les uns contre les autres, Macron compris. Les petits Européens. Et on se dit, le général de Gaulle aurait accepté ça. Même Mitterrand, il aurait accepté ce... J'ai eu la même idée que vous. C'est terrible. Bon, après, continuons les contorsions, ça donne après le Groenland, qui est une histoire tout à fait intéressante et importante, mais c'est un moment, c'est un moment de pivot. Si jamais on se plante dans cette affaire, et qu'on se couche, ce qui à mon avis va se passer, le reste du monde va regarder. Je peux vous dire que le Chinois il regarde, le Russe il regarde, à Téhéran et chez les gens de Daesh et autres, si l'Europe est incapable de se défendre, le message va être vite passé. C'est quelques arpents de neige, comme aurait dit Voltaire en parlant du Québec. Pierre Lelouch, est-ce qu'il aurait été possible, je vais vous faire un peu de politique fiction, de dire aux États-Unis, c'est un problème de l'OTAN, vous avez besoin, j'allais dire, de récupérer le Groenland pour des raisons stratégiques, la fonte des glaces fait que ça va ils l'ont déjà. Oui, mais alors, c'est l'OTAN qui s'en occupe. Ne prenez pas possession du Groenland, le Danois garde Nuuk, la capitale, mais le reste du territoire, si vous voulez, l'OTAN aménage un rempart avec une installation d'armes qui protège les États-Unis, mais c'est au nom de l'OTAN. Est-ce qu'on aurait pu lui proposer ça? Est-ce qu'il aurait pu accepter, au lieu d'aller tout de suite dans la confrontation, j'envoie 11 chasseurs alpins, et d'essayer de voir si c'était pas un problème qui relevait de l'OTAN et de redonner via l'OTAN? L'OTAN est morte, là, vous êtes d'accord, s'il y a une confrontation? S'il y a une confrontation, oui. D'ailleurs, la première ministre danoise l'a dit. Imaginez une situation où des soldats européens feraient face à des soldats américains qui sont supposés protéger l'Europe. On a un moment de rupture. Alors vous avez vu la menace, ça ne sera pas finalement une confrontation militaire, ça serait 200% sur le Champagne. C'est hallucinant quand même. On est quand même dans une situation théâtrale.
la menace douanière par rapport aux enjeux stratégiques territoriaux. Le monde est devenu fou, là, Pierre Lelouch. Alors écoutez, oui. À l'Ouest, ils ont les mots maximum. Hein. Je crois que les gens ont perdu pied. Il y a intérêt à. Mais c'est ça qui m'a fait. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à étudier les relations internationales. C'est pour ça que je vous pose la question. Là, ce qui me fait peur, c'est qu'on est dans une situation où si quelqu'un fait une erreur de calcul, ça dérape. Ça part dans tous les sens. Les règles internationales ont été démolies et par Poutine avec sa guerre en Ukraine et par Trump qui a systématiquement cassé toutes les institutions internationales. Donc il n'y a plus de règles. Est-ce qu'on pouvait faire autre chose que de se mettre Poutine à dos? Quand Fabius, déjà au moment de la série, insulte quasiment le président russe, est-ce qu'on pouvait, de l'Atlantique à l'Oural, reprendre des principes gaulliens? Alors, le régime de Poutine est problématique, mais est-ce que se couper avec la Russie, en faire un ennemi, alors que les États-Unis sont en train de nous lâcher, est finalement un choix stratégique aberrant? C'est ce que j'ai mis dans mon livre. Cette guerre aurait pu être évitée. Elle aurait pu être évitée, elle aurait dû être évitée. Parce que c'est une longue histoire, la guerre, la tension entre l'Ukraine et la Russie, ça n'a rien à voir avec, contrairement à ce qu'on dit de tous les imbéciles qu'on a vu défiler dans les plateaux télé avec des militaires. C'était, on a habillé cette affaire avec le prisme de Hitler d'un côté, Churchill de l'autre. Ah oui, bien sûr. Donc c'était, on rejouait la Deuxième Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie, et allons-y. Et Staline à Moscou, et Hitler, voilà. Donc cette lecture-là s'est imposée pour justifier qu'on s'embarque sans réfléchir derrière Biden dans une guerre non déclarée. Les mots ont un sens. Une guerre non déclarée entre l'OTAN et la Russie. Et qu'est-ce qu'on a fabriqué? On a fabriqué au passage une alliance entre la Russie et la Chine. Le cauchemar absolu de Kissinger, c'est de réunir la Chine et la Russie. On a poussé Poutine dans les bras de Xi Jinping. Et qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Ils en profitent pour chercher la majorité mondiale, donc à travers les BRICS, à travers l'OCS, est en train de constituer un bloc post-occidental, un monde non occidental, qui va éviter le dollar, qui va éviter nos leçons de morale, qui n'a que faire des droits de l'homme. Alors il y a qui dans ces gens-là? Vous avez des Coréens du Nord, vous avez des Iraniens. Vous savez qu'en plein de massacres à Téhéran la semaine dernière, il y avait des manœuvres navales, tenez-vous bien, entre les Iraniens, les Russes, les Chinois, en Afrique du Sud. C'est tout ce qu'on craignait. Est-ce que vous pensez que Trump a essayé de limiter ce gâchis? On te dit, mais c'est pas possible, c'est un agent russe, il est complètement soumis à Vladimir Poutine. Est-ce que la préoccupation de Donald Trump, quelque part, il aurait, sur ce point-là, raison de limiter les dégâts et d'empêcher le mariage sino-russe? Lui, il a compris ça, je pense, et il a toujours dit, si j'avais été là, il n'y aurait pas eu de guerre. Et pourquoi il n'y aurait pas eu de guerre? C'est qu'il aurait dealé. Au lieu de dire, alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est une longue histoire, ça remonte à 2003 avec l'élection de Yushchenko, puis le deuxième Maïdan 10 ans plus tard. À l'intérieur de l'Ukraine, voilà. Et le renversement de Yanukovych, le début du processus de Minsk, confié à la France et à l'Allemagne, on s'en est pas occupé. Mais la question, c'était quoi? Où la France et l'Allemagne disent bien qu'elles ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et malgré tout, dans la nuit, on rectifie le texte. Vous vous souvenez, les Américains rectifient le texte à l'insu de Mme Merkel et de M. Macron. La question de fond, non, c'était Sarkozy à l'époque. Sarkozy à l'époque. Oui, Sarkozy et Merkel. Non, le fond du sujet, depuis le début, c'est fallait-il ou pas élargir l'OTAN jusqu'à l'Ukraine? Voilà. Et c'est Clinton. C'est toujours le sujet. C'est Clinton qui fait l'élargissement contre l'avis de tous ses conseillers. Et à l'Ukraine, tout le monde lui dit, y compris l'ambassadeur américain, qui deviendra ensuite Burns, qui deviendra ensuite le patron de la CIA, lui dit, ne faites pas ça. Les Russes sont archi contre, il y aura une guerre. Sarkozy dit la même chose à Bush. Et il devait arriver ce qui est arrivé. Et voilà. Bon, il y a un moment où il faut comprendre que les intérêts nationaux d'un pays sont à respecter. C'est ennuyeux d'être le voisin de la Russie, mais regardez les voisins des États-Unis aujourd'hui, c'est pas tellement plus glorieux. Ils ont les mêmes problèmes. Nous sommes avec Pierre Lelouch sur Sud Radio, nous débattons et Pierre Lelouch décrypte avec pertinence et courage parce qu'il dit les mots qu'il faut utiliser dans ce cas où la France en est dans la situation internationale et à quoi on doit s'attendre entre les conflits entre les grandes puissances. Vous nous appelez, je suis persuadé que vous avez envie de savoir ce qui se passe avec la Russie. Est-ce que la Russie veut vraiment la guerre? Est-ce que la France, est-ce que l'Europe, est-ce qu'on peut défendre? Est-ce qu'il faut se soumettre aux États-Unis? Est-ce qu'il faut résister? Donnez-nous votre avis, appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et Pierre Lelouch y répondra avec lucidité et pertinence. À tout de suite.
Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. La France dans tous ses états reçoit Pierre Lelouch, avec lequel nous essayons de comprendre ce qui nous arrive, nous pauvres France, avec nos élus, et puis que se passe-t-il au niveau international entre la Chine, les États-Unis et la Russie. On a l'air bien dépossédé de nos moyens que nous avons connus. Pierre Lelouch n'est pas rassurant. Pour longtemps, il faut avoir de l'espoir. Première chose, Pierre Lelouch, posons les problèmes tels qu'elles sont. Ici, on est sur le Parlons Vrai à Sud Radio. Est-ce qu'il y a un risque de guerre avec la Russie? Est-ce que M. Poutine envisage à un moment donné d'attaquer l'Europe, voire la France? Est-ce qu'on risque d'avoir des T, je ne sais plus quel est, c'est le T-82 ou T-90 sur les Champs-Élysées, les chars russes? Non, je ne crois absolument pas à ça. D'abord, on a les moyens de dissuader, nous, en France, avec des armes nucléaires, si jamais ils s'approchent de notre sanctuaire national. Deuxièmement, il ne tient qu'à nous de signaler qu'on va résister. Donc c'est une affaire de dissuasion en rapport de force. Si tout le monde continue à désarmer, heureusement ça change en Allemagne, en France on aimerait bien réarmer, il faut trouver l'argent. Mais bon, en gros, si les 3 ou 4 grandes puissances européennes décident de réarmer, il bougera pas le russe. Pourtant c'est une hypothèse qui nourrit beaucoup de discours alarmistes. Hein. Oui, mais c'est ça qui me... On regarde l'Oural, on regarde pas les Rocheuses. C'est ça qui me fait peur, c'est ces discours sur le thème la guerre dans 3 ans. Avec des généraux à la retraite notamment, je vous signale. Ou d'actifs, comme le chef d'état-major français. Alors oui, j'allais vous poser la question. Il faut se préparer à perdre ses enfants. L'anglais a dit la même chose, le polonais... Quel est le but, à Pierre Lelouch? On cherche quoi quand on dit ça? J'espère qu'il cherche que de l'argent pour le budget de la défense. Bon. Mais pour le reste, je sais pas trop à quoi ça sert. En fait, ça fout la trouille plutôt que de remobiliser les gens. Il faut expliquer aux gens qu'on est en train de vivre. C'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que je suis ici. Nous sommes en train de vivre un basculement du monde. Voilà, vous le dites bien dans votre livre, Engrenage. Voilà, le monde est en train de changer. Nous, Européens, nous avons été biberonnés presque tous ceux qui vivent en Europe aujourd'hui ont moins de 80 ans, donc ça fait 80 ans qu'on est biberonné à la sécurité américaine gratuite. Les Américains disent maintenant, ça nous intéresse plus trop, et deuxièmement, on peut plus assurer votre sécurité et celle des Asiatiques. C'est ce que dit Vance, et il a raison. Il a raison. L'industrie d'armement, le budget même à 1500 milliards que Trump demande pour l'année prochaine ne suffisent pas à faire 2 guerres en même temps, l'une en Europe, l'autre en Asie. Donc il est en train de dire aux Européens et aux Asiatiques, aux Coréens, aux Japonais, prenez-vous en main. Ok, bien. Alors soit on se prend en main, soit on se prend pas en main. Il est évident que si les Européens décident de se liquéfier dans la facilité d'oublier qu'ils étaient des grands pays et des grandes puissances, là on va attirer toutes sortes de prédateurs. Le Russe peut-être, les Chinois pour nous inonder de toutes sortes de choses, et les islamistes, qui aussi veulent prendre le contrôle de l'Europe. Bien sûr. Donc attention à ne pas nous découvrir. Voilà, c'est des choses très simples. Maintenant, ce basculement, il a des conséquences énormes. Il faut qu'on soit capable de réfléchir à une Europe sans l'OTAN. C'est pas écrit dans les livres, dans la Bible, que les Américains vont assurer, après avoir fait 80 ans, ils vont encore faire 80 ans. Personnellement, j'en doute, vu l'évolution de la démographie américaine qui s'éloigne de l'Europe. On disait un mot tout à l'heure. Bon. Ensuite, s'il n'y a plus d'OTAN, quelles conséquences pour l'Union européenne, qui est assise sur la sécurité américaine? Quand on enlève la sécurité américaine, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Union? Est-ce que ça va être l'Union de Madame von der Leyen qui rêve d'une fédération à 40? Alors là, c'en serait fini de la France, point barre. Ou bien est-ce que c'est une confédération rassemblés, mais avec un noyau dur, les 6 premiers, les quelques-uns qui peuvent déterminer le destin de ce qui va rester d'Europe, c'est-à-dire quand même un continent sur le déclin démographique. Mais les Russes aussi sont en déclin démographique. Et demain, les Chinois de plus en plus. Donc, ce monde-là va être plus complexe, moins garanti que sous l'époque des Américains, encore qu'il y avait des tensions régulière entre l'Europe et les États-Unis, mais il y avait ce bouclier qui était là et qui était rassurant et qui permettait aux Européens de faire autre chose que de la défense. Vous êtes comme le duc de la Rochefoucauld-Liancourt à qui Louis XVI, le lendemain du 14 juillet, dit c'est une révolte. Non, sire, c'est une révolution. Une révolution. Et vous êtes en train d'annoncer des bouleversements assez graves. Pour autant que vous laissez espérer dans votre ouvrage et dans vos autres écrits, il y a une solution. Mais il faudrait peut-être la prendre dès maintenant. C'est-à-dire qu'il faut le repenser tout de suite. Il faut qu'il y ait l'Europe, les relations internationales. Tout ça est encore jouable. Bien sûr, mais le problème, c'est la qualité des hommes qui dirigent. S'ils ont conscience ou pas, s'ils ont le courage ou pas.
Mais si on continue à se laisser dériver dans la facilité, dans les déficits, dans la séquence... Vous savez qu'ils réfléchissent en séquence. Oui, en séquence de communication, la semaine prochaine, quoi, l'élection suivante, les municipales, ce qui se passe. Si on réfléchit donc c'est comme le doigt ça... mouillé, c'est la politique du doigt mouillé total. D'où vient le vent. D'où vient le vent, et puis le moins d'ennui possible. Donc on ne veut pas voir, on cache les choses, on cache les chiffres sur l'immigration, on cache l'impact de l'immigration sur la démographie déclinante de la France. Quels sont vos chiffres à vous, Pierre Lelouch? Vous avez toujours été très précis et très courageux sur les chiffres. Les chiffres, ils n'ont jamais été démentis. Ce que j'ai dit, et je le redis, il y a maintenant un observatoire de la démographie et de l'immigration qui fait du très très bon travail d'après les sources J'en ouvertes. recevais le directeur l'autre jour. Les sources ouvertes. Bon, quelle est la réalité? Vous avez en gros un tiers des gens en France qui sont issus de l'immigration. C'est pas rien, c'est plus le même peuple. Si vous regardez un film des années 50 et vous regardez aujourd'hui la rue parisienne, c'est un autre peuple. Oui, oui, même années 60. C'est impressionnant. Impressionnant le changement. Pour autant, on peut en faire d'excellents Français si l'école fonctionne. Entendu. Simplement, à l'intérieur de ça, il y a quand même un groupe qui s'appelle l'islam. Il faut là aussi pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a un problème avec l'islam parce que l'islam est plus qu'une religion, c'est un gouvernement total des hommes. Alors, est-ce qu'ils acceptent? Est-ce qu'il y a des gens en France qui vous expliquent que l'islam se met au-dessus des lois de la République? Donc quand vous rentrez dans cette dynamique et que vous avez des élus français qui vous expliquent comme ce week-end, qu'une élection municipale doit se jouer en fonction de la race et que les racisés doivent gouverner les villes où ils sont majoritaires, là on change de monde. Quand vous avez un président de la République qui vous dit « Attendez, je vais vous faire un truc sur les diasporas et les racisés », ça veut dire que la France, c'est une juxtaposition de races et de religions différentes. Mais monsieur le Président, regardez l'article 1 de la Constitution. La République française, elle est une et indivisible. Vous savez bien. Si on part dans le grand n'importe quoi, on va accélérer des choses très graves. Vous savez bien, Pierre Lelouch, qu'il n'y a pas de culture de française. Il y a la culture de la France. Bien sûr. Pierre Lelouch, nous avons Julien qui nous appelle de Viry-Châtillon. Bonjour Julien. Bonjour Perico, bonjour Pierre Lelouch. Julien, vous êtes inquiet? Bonjour Julien. Vous êtes inquiet, ce qui se passe en France et dans le monde? Alors, globalement, individuellement, je ne suis pas inquiet. J'allais dire que je suis plutôt inquiet d'une manière globale et générale. Mais je pense qu'en fait, les Français se mettent volontairement dans une position de soumission, alors qu'ils auraient tout à fait moyen de faire pression face aux Américains. Je pense qu'aujourd'hui, la question, elle est là, c'est qu'en fait, la France n'a plus sa fierté. Elle s'assit sur ses intérêts, elle s'assit sur ses idéaux, sans aucune volonté de se combattre. En fait, nous avons des présidents qui ont tous fait partie du Young American Leader, c'est-à-dire en fait littéralement formés par les Américains pour nous gouverner. Et j'ai envie de vous dire, si on a des traîtres à la tête du pays, forcément ça ne peut pas bien aller. On peut pas, et forcément notre ennemi aujourd'hui, c'est les États-Unis. Donc Julien, vous êtes en train de dire, en des termes déguisés, qu'on est dans une forme de collaboration avec les Américains, une soumission. Je ne suis pas sûr que Pierre Lelouch... Non, je dirais que le vrai problème de notre soumission, c'est qu'on a délégué énormément de pouvoir à quelque chose qui s'appelle l'Union européenne. Et regardez ce qui s'est passé sur le Mercosur, là il n'y avait pas d'États-Unis en jeu, il y avait des pays d'Amérique latine. Et puis il y avait les Européens. Sauf qu'on a délégué les pouvoirs sur l'agriculture comme sur le commerce extérieur à la Commission de Bruxelles. Et dès lors que vous signez un mandat, ils négocient à votre place. Et la variable d'ajustement a été l'élevage et donc une partie de l'agriculture française, celle qui a mal et celle qui a protesté. Et quand on a voulu très tardivement essayer de trouver les rustines pour ce que mangent les animaux, les médicaments et tout le reste, pour éviter d'importer des choses pas convenables, c'était trop tard. Et on nous a expliqué à Bruxelles que c'était signé. Madame von der Leyen, elle a été signée malgré l'avis négatif de la France, qui n'est pas n'importe qui, un pays fondateur de l'Union. C'est là qu'on a renoncé à notre souveraineté. Ensuite, s'agissant des États-Unis, vous parlez à quelqu'un qui a ouvert le débat en France sur l'extraterritorialité des lois américaines. À l'époque, personne ne savait ce que c'était. Ben si, c'est l'utilisation du dollar pour appliquer la loi américaine où que ce soit dans le monde. C'est-à-dire, dès que c'est payé en dollars, une juridiction américaine peut s'immiscer dans la négociation. En dollars ou même en utilisant un moyen de communication américain. Un téléphone, un mail. Dès lors que vous utilisez quelque chose qui transite par le territoire américain... un tribunal américain peut décider de s'immiscer dans la négociation. L'exécutif américain, nourri par les 13 agences de renseignement américains, va prendre une cible... Et ensuite, on déclenche l'arme atomique, c'est-à-dire
un truc qui s'appelle l'OFAC, l'Office of Foreign Asset Control à New York. Qui est une arme de guerre. Qui est une arme de guerre qui va déclencher ensuite une poursuite. Un jour, Alstom, le président d'Alstom, reçoit une lettre en disant « Attendez, nous avons des documents qui montrent que votre société a payé des pots de vin au Brésil et puis peut-être aussi en Indonésie. » Réaction du président d'Alstom, c'est occupé de vos oignons, c'est mon problème. Et deuxièmement, c'est même pas mon problème, ce sont des filiales, c'est pas chez moi, c'est pas chez vous, de quoi me parlez-vous? Même chose pour la BNP, vous vous souvenez? Même chose pour la BNP. Le résultat, la BNP a payé 9 milliards au Trésor américain. D'amende. Quant à Alstom, elle a été découpée en rondelles et vendue à General Electric. Ils ont bien voulu nous laisser les trains, et il a fallu acheter au prix fort les turbines qui alimentent nos sous-marins nucléaires. Tout ça parce que le secrétaire général de l'époque à l'Élysée s'appelait Monsieur Macron et qu'il a laissé faire. Voilà, c'est quand même ça. Donc, l'impérium américain, il se combat si on a envie de le combattre. Qui autorise Uber à travailler en France sans payer d'impôts, si ce n'est l'État français? Bien sûr, bien sûr. On est complices. Et qui utilise Airbnb? Ce sont les Français. Et qui les laisse utiliser nos paysages, nos plus beaux immeubles, sans payer l'impôt? À vous entendre, Big Brother est un stagiaire. On a Jean-Michel en ligne. Alors, Jean-Michel, on vous prend, on marque juste quelques instants et on vous prend tout de suite après pour que vous posiez votre question à Pierre Lellouche. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Pierre Lellouche. Nous avons un échange à la fois passionnant, inquiétant, mais en même temps plein d'espoir parce que nous sommes des patriotes et des républicains. Absolument. Et Pierre Lellouche aujourd'hui incarne cette figure gaulienne, cette façon de voir la France et son avenir. Et nous sommes en ligne avec Jean-Michel qui nous appelle de Carcassonne. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour Perico, bonjour Monsieur Lellouche. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien, Jean-Michel. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Pierre Lellouche? Sur la Russie, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Lellouche. Il faudrait arrêter cette politique de la peur. Alors on entend toujours des avis négatifs sur Poutine, parce que dans cette affaire, on n'a pas donné la parole aux Français. Alors moi, je donne un avis positif sur Poutine, parce que premièrement, on n'avait rien à faire en Ukraine, c'est une guerre civile, et on ne parle jamais des raisons qui ont motivé l'intervention de la Russie en Ukraine. Pourquoi la Russie est intervenue? Tout simplement parce qu'elle a répondu à l'appel à l'aide, en quelque sorte, des sécessionnistes, des Russes, qui sont majoritaires dans le Donbass et qui veulent être russes. On a parlé des crimes de guerre de la Russie. Est-ce que nous avons parlé des crimes de guerre de l'Ukraine? Ils ont bombardé pendant 8 ans le Donbass. Ils ont écrasé des hôpitaux. Ils ont bombardé des écoles. Est-ce qu'on en a parlé? Alors il faudrait quand même raison garder, regarder la situation et regarder. Nous avions le gaz pour rien avec l'Europe. Il fallait parler avec Poutine. On avait le gaz pour rien, les matières premières pour rien, les engrais. Poutine n'a fait que défendre son espace vital. Alors moi je voudrais l'avis de Monsieur Lellouche, qui est quand même une sommité, quelqu'un que je respecte énormément. Jean-Michel, on vous écoute, et Jean-Michel, vous n'êtes pas le seul à penser ça, mais à un moment donné, vous voyez, il y a des gens qui n'osaient pas le dire. Vous avez le courage d'appeler pour poser. Bon, vous êtes sur Sud Radio, on le parle en vrai, on écoute tout le monde. Pierre Lellouche, est-ce qu'il faut reposer calmement les enjeux entre la situation la Russie et l'Ukraine, la Russie et l'Europe? Est-ce qu'on peut revisiter un petit peu tout ça et sortir de la doxa officielle qu'on entend? Je vous demande simplement de regarder mon bouquin, parce que je raconte tout ça. Tout y est, engrenage chez Ce livre a Odile été Jacob. écrit en 23-24. Là, il vient de ressortir de façon... en édition actualisée. C'est un document historique, ce que vous faites. Et un mode d'emploi en même temps d'actualité. Il faut savoir que ce livre a été blacklisté dans toute la presse dite progressiste, celle contrôlée par le pouvoir, toutes les chaînes publiques, radio. Il y a une omerta obligatoire sur le bouquin, ce qui n'a pas empêché qu'il soit largement diffusé et vendu, donc je me plains pas, mais ça franchement... lui a rendu service, cet omerta lui a rendu service. Non, parce que j'aurais aimé avoir un vrai débat, parce que vous voyez, Jean-Michel, il dit, mais est-ce qu'on peut pas avoir un débat là-dessus? Il viendra, Pierre Lellouche, il viendra. Qu'est-ce que je raconte dans ce livre? Je raconte l'histoire. Cette guerre, c'est une guerre de sécession, et j'appelle la guerre d'Ukraine, parce que c'est la sécession de l'Ukraine. Et je remonte à l'histoire. L'histoire, elle est vieille de 900 ans. Et il faut savoir que l'Ukraine n'a existé que lorsque le pouvoir russe s'est effondré, soit dans la guerre, soit dans la révolution. La première fois, c'était en 1917.
La deuxième fois en 1941, quand les Allemands sont rentrés en Union soviétique, et la troisième fois en 1991, quand la Russie a explosé. Là, on a vu renaître le nationalisme ukrainien et l'Ukraine. Avec cette question de fond, à qui ça appartient ? Les Russes disent « ça doit rester dans ma sphère d'influence ». Et puis, avec l'élargissement de l'OTAN, l'idée est venue qu'il fallait inclure l'Ukraine dans l'OTAN. Avec ce paradoxe que le royaume de Kiev était en plus à l'origine historique de la Russie, tout ça extrêmement lié. Avec la même religion au départ, avec le même lieu de naissance, avec énormément de mariages mixtes entre Russes et Ukrainiens. Donc, quelque part, c'est en effet une guerre civile qui a été prise dans l'affrontement entre l'Amérique et la Russie à partir des années 2000, parce que tant que, dans l'immédiat, juste après la révolution de 91, et quand l'URSS était effondrée, après la chute du mur, il y a eu une dizaine d'années où les relations allaient très bien. L'Ukraine est devenue indépendante, mais malgré les velléités j'ai un trou avant... Yanukovych ? Non. Après... Helsinki. Voilà. Boris Helsinki, président de la Russie, qui a installé Vladimir Poutine. J'ai eu un trou de mémoire. Non, il n'y a pas de ça. Yeltsin, dès le début, voulait conserver l'Ukraine. Et il voulait créer la communauté des États indépendants. Les Ukrainiens ne voulaient pas. Mais rappelez-vous, il y avait quand même des sujets extrêmement sensibles à l'époque. 5000 armes nucléaires soviétiques encore sur le sol de l'Ukraine. Dont les Ukrainiens ont dû se défaire. Voilà, les États-Unis ont poussé quand même à la sécession de l'Ukraine. Énormément. Tout le monde a poussé pour la dénucléarisation de l'Ukraine. Et les Ukrainiens voulaient les conserver pour se protéger éventuellement contre... À Maïdan, les Américains ont joué un rôle assez... Il y avait des représentants. Il y avait un autre problème, c'était la base de Sébastopol, où moi j'ai vu des bateaux russes et ukrainiens côte à côte pendant cette période. Bien sûr. Et puis ensuite, il y a eu une inflammation progressive de relations entre l'Amérique et la Russie, et cette affaire ukrainienne s'est trouvée prise à l'intérieur de cet affrontement, et c'est ça qui a mené ensuite au Maïdan, puis au renversement de Yanukovych, puis au processus de Minsk, avec toujours cette question fondamentale, quel est le statut de l'Ukraine ? Neutre ou bien membre de l'Alliance Atlantique, ou bien dans le camp russe. Cette question, à ce jour, n'est toujours pas traitée. Il y avait même des politiciens et des intellectuels français à Maïdan. Certains d'entre nous se sont mêlés aussi de cette sécession. Oui, très peu. Très peu, mais enfin, ils étaient là. Très peu. Moi, j'y suis allé, j'ai pas vu beaucoup de Français, et en 2003 et en 2014. Tous ceux qui sont venus à parler de l'Ukraine après n'avaient jamais été, ne connaissaient pas l'histoire de l'Ukraine. En fait, l'Ukraine, c'est un pays très, très complexe, dont les frontières, il faut quand même le savoir, les frontières actuelles de l'Ukraine ont été tracées par Staline après la guerre. Après la guerre. Bon. Une partie de la Pologne est en Ukraine aujourd'hui. Voilà. Et la Pologne a été pendant 600 ans le colonisateur de l'Ukraine. Il faut rappeler tout ça. 600 ans de colonisation polonaise, 300 ans de colonisation russe. C'est ça l'histoire de l'Ukraine. Pierre Lelouch, est-ce que vous pensez qu'on peut posément reposer cette donne dans les relations européennes ? Est-ce qu'un jour, on pourra se réconcilier quand le temps des folies sera passé entre Moscou et Bruxelles, Moscou et Paris Il faut absolument, parce que, si vous voulez, la guerre d'Ukraine, elle est centrale parce qu'elle pose la question géopolitique de l'espace compris entre l'Allemagne et la Russie. À qui ça appartient ? Qui contrôle cette zone qui a toujours été une zone de sang et de mort ? Donc, pendant la guerre froide, les Russes avaient le contrôle. Après la guerre froide, alors que le pacte de Varsovie a disparu, nous, on a poussé l'OTAN. Et il y a eu la fracture au moment d'arriver sur l'Ukraine. Et le fils Bush a voulu pousser l'avantage un cran trop loin, George Bush Jr., oui, en disant « je vais jusqu'à la frontière russe ». Bon, imaginez 2 secondes le contraire. C'est-à-dire que les Russes passe une alliance avec le Mexique et commence à mettre des hommes et des missiles. Ça a été envisagé. On a un exemple en 61 avec Cuba. Ça a été réglé par Kennedy en 10 minutes. Voilà. Et la France a été solidaire des États-Unis. Voilà. Donc la question qui est posée dans cette négociation, qui pour l'instant est interrompue, c'est la neutralité de l'Ukraine et puis les mesures de sécurité qui doivent accompagner l'accord pour éviter que ça redémarre, sachant que des deux côtés, il y aura des tensions. Donc c'est très compliqué, mais il faut reconstruire, bien sûr, un système de sécurité en Europe qui soit pacifique. La Russie ne va pas déménager. Donc nous avons perdu une tonne d'argent
en quittant la Russie à cause de la guerre, une tonne d'argent, 20 ou 25 milliards d'euros d'investissement, construit de longue date. Pierre Lellouche, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Vous êtes évidemment appelé à revenir pour continuer à décrypter. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, dans lequel vous décryptez et vous révélez des choses que certains n'aiment pas entendre, mais pourtant qui sont des vérités historiques et stratégiques. C'est une édition actualisée chez Odile Jacob. On peut donc continuer à vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et quant à nous, je vous dis à demain. Et là, nous allons avoir Brigitte Lahaye qui va certainement nous entretenir sur des plus apaisants des sentiments et de l'amour.